Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on reçoit une femme, une sportive et une entrepreneuse dans le sport. Bonjour Anne-Emmanuelle Nettersheim. Salut, bonjour Armano, comment vas-tu ? Ça va, j'ai bien prononcé ? Ouais, nickel. Pour de vrai en plus, c'est sincère parce que des fois, c'est pas toujours simple. Bon, écoute, j'ai révisé mes fiches avant de commencer quand même. Bon, je suis très heureux parce qu'en plus, on a eu la chance de se rencontrer physiquement la semaine dernière lorsque j'ai fait un petit passage par Paris pour aller reverser des fonds à des associations pour lesquelles j'ai collecté des fonds et puis aussi faire des enregistrements de podcasts. Donc, on aurait presque pu faire l'enregistrement en live, tous les deux, poser la caméra, poser le micro. Mais là, c'est presque pareil parce qu'on se connaît, on s'est déjà vu et donc ça passe. Ouais, en plus, à quelques jours près, c'est ça. Donc, c'est comme si on ne s'était pas quitté. Exactement. Doucement quand même, hein, doucement. Nos plus 1 respectifs risquent de se fâcher. Aussi. Anne-Emmanuelle, écoute, ce que je te propose pour rentrer dans le vif du sujet, c'est de te poser la première question de ce podcast. Qui est Anne-Emmanuelle Nettersheim ? Alors, qui je suis ? Eh bien, je suis plein de choses. Je suis une maman. Je suis originaire du nord de la France. C'est important pour moi. Je suis très, très attachée à mon nord natal. Je suis donc entrepreneuse. Voilà, j'ai créé une marque. Et puis, je suis brand designer. Je cours beaucoup aussi. Enfin, j'essaye. Et voilà, je suis sportive. Je suis tout ça à la fois. Waouh, bah écoute, on va pouvoir revenir un petit peu sur tous ces pans de ta vie, que ce soit de la sportive, de l'entrepreneuse. Alors je sais jamais si on dit entrepreneur, entrepreneuse. Je ne sais pas non plus. Voilà, tu entreprends dans la tech sportive féminine, mais tu vas nous raconter tout ça. En parlant de sport et en parlant de toi, comment est-ce que tu as découvert le sport ? Alors, la découverte du sport, moi, mon tout premier sport, c'est la danse classique. Et c'était la danse classique, mais au conservatoire. Donc, c'était en mode vraiment quand même… Très, très, très classique. Très, très classique. Donc, c'est petit ballet de l'opéra. C'est 2 à 3 sessions par semaine avec un concours de milieu d'année et puis un concours de fin d'année. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le sport. Si on peut parler de ça, de sport, c'est un art, mais en même temps, on s'aperçoit quand même que c'est assez intense, même quand on a 6 ans. J'en ai fait longtemps. Et après, je me suis un peu évaporée. Je suis allée vers la natation synchronisée. J'ai fait du cirque. Ça, c'était une belle expérience. J'ai fait, je marchais sur un fil de fer. Waouh. Voilà. Et puis après, les études, j'ai fait une longue pause avec le sport. Je travaillais, j'allais à la salle. Mais je veux vexer personne, mais aller à la salle, je ne considérais pas ça trop comme du sport quand même. Ça veut dire quoi, aller à la salle ? C'est aller dans une salle de muscu et faire de la muscu ? Ouais, voilà, une salle de muscu. Pour moi, tu t'entretiens, tu bouges un peu, tu fais du cardio, mais bon, ouais, ça manque un peu de quelque chose. Et puis, après, le vrai sport, le running, mon sport, il est arrivé
quand j'avais 30 ans. Donc, tu vois, il y a eu une longue pause. Et puis après, depuis maintenant, c'est le running. Et comment le running est arrivé? Comment est-ce qu'il s'est imposé à toi? C'est mon conjoint. C'est le père de ma fille qui s'est mis à courir. Et puis, je me rappelle de ma toute première fois où je suis allée courir. Je suis allée courir toute seule. Figure-toi, c'est comme quoi c'était un peu paradoxal. Mais je le voyais courir assez souvent et je me suis dit, tiens, allez, j'y vais. Mais je ne suis pas capable de courir plus de 2 kilomètres. Et en fait, la toute première fois que je suis allée courir, c'était dans un contexte plutôt cool. J'étais en vacances à Saint-Tropez. Et en fait, je suis sortie de la location de vacances et je me suis dit, allez, j'y vais, je mets les chaussures et je vais faire 2 kilomètres. Et puis voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. Et puis petit à petit. Et t'as fait vraiment que 2 kilomètres ou t'as fait ce que t'as pu? Je sais pas, à l'époque, tu sais, à l'époque, j'avais pas. Oui, tu as 72 ans, il n'y avait pas de montre GPS, il n'y avait rien. Voilà. Je pense que j'avais même pas les bonnes baskets, mais non, je ne sais pas exactement en termes de kilomètres ce que j'ai fait, mais en revanche, je me rappelle que j'ai commencé. J'étais dans l'arrière de Saint-Tropez, donc en fait, il y avait une toute petite pente, et j'ai commencé, tu descends, puis il fallait remonter après. C'est là. Et vraiment, j'ai cette image encore en moi en tête. Mais bon, voilà, je peux pas dire que ça m'a plu tout de suite, c'est à force après. Comment est-ce que justement tu persévères entre guillemets dans la découverte d'un sport qui à prime abord te plaît pas? Qu'est-ce qui fait que tu te dis bon là ça m'a pas plu, mais je vais peut-être faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une dixième, une 20e sortie, et puis là il y a un déclic? Parce que tu vois, à la limite, si t'as un rêve de gosse de devenir champion ou championne olympique dans un sport, là tu peux te dire je vais persévérer, un jour je vais y arriver, je vais percer. Mais là tu découvres un sport, qu'est-ce qui fait que tu te dis pas le lendemain finalement je vais retourner à la salle parce que la course à pied. À l'époque, je dirais peut-être qu'il y avait une notion de il faut que je fasse du sport pour faire du sport, pour m'entretenir, peut-être pour perdre un petit peu de poids, etc. Je pense que au début, ça a commencé comme ça. Mais moi, ce qui me motive et dans les découvertes des nouveaux sports que je découvre aussi, c'est le fait d'être avec quelqu'un. C'est de le partager, en fait. Moi, c'est vraiment. Mais là, tu étais toute seule. Ouais, je sais. Mais tu vois, après, tu commences à courir avec d'autres personnes. Après, tu vas commencer à courir avec les collègues de travail. Et puis aujourd'hui, j'ai découvert un autre sport, le swimrun. Et puis, ça a commencé. Voilà, c'est encore une fois un collègue de travail, un ami qui me fait découvrir ça. Et puis, le fait d'être tout le temps avec quelqu'un, même si je suis pas super motivée, moi, être avec quelqu'un pour aller faire un sport, la notion de partage est hyper importante et c'est ça qui me plaît. Bon, et combien de temps, plus ou moins, tu continues à t'entraîner toute seule en course à pied, à partir à la découverte, mais toute seule avant vraiment de partager l'expérience avec d'autres personnes? Ah, elle est dure cette question, dis donc. Jusqu'à ce que je me sente à l'aise pour aller rejoindre quelqu'un qui en fait déjà et qui court peut-être un petit peu mieux que moi ou des fois, j'ai pas besoin de ça. Hein. Des fois, je peux découvrir quelque chose en même temps que quelqu'un d'autre. Bon, 30 ans, tu découvres le running, tu commences au bout d'un moment à y prendre goût. Alors en fait, c'est venu, j'y prends goût, mais ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, je suis hyper irrégulière. Et puis je commence comme ça, comme tout le monde, un peu le dimanche. Et ce qui a été un déclic, c'est que j'ai intégré une boîte qui était dans le milieu du trail, enfin qui est toujours dans le milieu du trail, pardon. Et il y avait pas mal de coureurs. Et on s'est mis à courir ensemble le midi. Pas beaucoup, un tout petit peu. Et puis on était dans Paris, donc on est allé au Bois de Boulogne. Et en fait, ça m'a mis de la régularité. Et on le sait tous, hein, quand on est régulier, on commence à prendre goût, etc. On prend de la confiance. Et en fait, c'est cette régularité-là. Je me suis mis à courir un peu le midi. Alors du coup, j'avais, tu vois, aussi ce besoin. Je venais d'être maman où il fallait que je décompresse, etc. Ça arrivait un peu en même temps. Et j'allais courir le week-end, justement, c'était mon moment à moi, quoi. J'étais toute seule, rien que à moi, tranquille. Et en fait, c'est venu comme ça. Et là, la régularité fait que j'ai aimé ça. Et tu commences sur quelle distance? Donc, la première fois, un petit 2-3 km, ok. Quand est-ce que tu commences à grandir, à augmenter les distances? Quand est-ce que je commence à augmenter les distances?
Bah, je pense que j'ai j'ai à peu près 34 ans. Je te dis ça, c'est assez précis parce qu'en fait, je me suis mis à un défi avec, comme on était dans un milieu, au boulot, on était dans un milieu sportif et on pouvait avoir des petits dossards un peu comme ça. Et en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, Eh, on pourrait faire le trail des Aiguilles Rouges. Et ouais, c'est Chamonix. Je fais, ah ouais, c'est génial, c'est beau, c'est 50 kilomètres. Ah ouais, quand même, 50 kilomètres. Bon, bah écoute, vas-y. Et en fait, je me suis mis ça, c'est un objectif, encore une fois. Ça te met ça t'oblige à courir régulièrement. Je courais peut-être 10 km le dimanche, mais là, je me suis mis à faire plus ou moins un vrai entraînement. Voilà, je me suis mis à aller courir à un endroit où il y a des escaliers chez moi, juste parce qu'il n'y a pas trop de dénivelé. Et en fait, c'est comme ça que là, j'ai mis de la régularité et des premiers objectifs en course, quoi. Et est-ce que tu as partagé un peu la course à pied avec ton conjoint? Parce que tu me disais que c'est un Alors, peu paradoxalement, grâce ou à pas cause de du lui. tout. C'est le truc de fou. Pas du tout. Et alors, quand je préparais le Trail des Aiguilles Rouges, on s'est fait une ou deux sorties quand même ensemble. On est allé faire les 25 bosses et je me rappelle, tout le monde me disait, mais non, mais tu débutes la course à pied pour de vrai, là, n'y va pas, n'y va pas. Et en fait, moi, ça me disait encore plus envie d'y aller. J'avais envie juste de leur clouer le bec. Ça, c'était un catalyseur pour toi. Ah ouais, carrément. C'était énorme. Et donc, du coup, je me suis donné encore plus à fond pour. Je me mettais pas un temps, je voulais juste finir les 50 km et je voulais finir ça. Bon, comment ça s'est terminé au final, ce trail? Oh, j'avais mal aux jambes. Oui, mais ça, c'est normal. On a tous mal aux jambes après un trail. Non, c'était top. C'était magnifique. C'était très cool. Évidemment, c'était mon premier trail. Je connaissais pas ce qu'était le dénivelé. C'était hyper technique. Je me suis aperçue que j'avais un peu peur en courant dans les descentes. J'étais pas du tout à l'aise. Mais c'était pas dans le mode négatif, tu vois, se dire, OK, bon, bah là, je connais mes faiblesses maintenant. Peut-être que c'est des choses à travailler. Et puis, c'était un premier souvenir assez fou, en fait. J'ai énormément de souvenirs de ce trail. Du petit matin où tu pars à Chamonix, tu commences par ton kilomètre vertical presque. Et puis, tu termines, il y a le lever du jour, des paysages assez fous, la chaleur. Des endroits où tu penses que c'est roulant et c'est un faux plat. Enfin, non, j'ai plein de souvenirs et très, très bons souvenirs parce qu'en plus, tu as mal aux jambes évidemment, hein, mais bah, j'ai découvert que mon corps, il supportait vachement bien tout ça. Et le lendemain, j'avais presque pas mal. Donc, j'étais très fière de moi. Ah, bravo, bravo, bravo. Et est-ce que c'est à ce moment-là, parce que je connais un petit peu un bout de l'histoire, mais est-ce que c'est à ce moment-là que ça t'a donné des idées pour ton projet entrepreneurial ou pas du tout? Ouais, bah tu crois pas si bien dire parce que sur ce premier trail, j'avais emprunté le sac à dos de mon conjoint. Évidemment, il n'était pas fait pour moi. Évidemment. Attends, déjà, il y a une J'avais plein de chose. choses à lui reprocher. J'en profite, c'est un podcast écouté normalement aussi par des sportifs, qu'ils soient amateurs ou de très haut niveau. Et je le répète, je le rappelle, je le dis dans tous les épisodes de mon autre podcast qui s'appelle Devenir triathlète. Je l'ai écrit dans le livre Devenir triathlète. On ne teste jamais rien le jour de la compétition. Anne-Emmanuel, tu devrais le savoir, ça. Eh ben, je l'ai appris ce jour-là. Je l'ai appris ce jour-là. Mais ça va, on ne parle pas de tester des nouvelles chaussures. Non, mais 50 là, bornes avec un sac qui n'est pas adapté, ça lacère juste un petit peu les épaules, la poitrine. Alors, pour le coup, c'était plus pas adapté au niveau de la poitrine, mais les épaules, enfin, j'avais dû faire peut-être 10 km avec, maximum, pour apprendre à m'en servir un minimum. Mais effectivement, c'était pas la chose à faire. En revanche, après, ça m'a quand même donné envie d'aller me procurer quelque chose pour moi. Bon, ça a été long avant la démarche dans laquelle je suis aujourd'hui, mais à l'époque, ce que j'ai dit à l'époque, ouais. Bah, c'était pas encore, il n'y avait pas encore assez de meufs. Il n'y avait pas encore assez de femmes sur le trail, même si les femmes en trail et surtout en ultra trail sont de plus en plus performantes et même parfois plus performantes que les hommes. Et ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder peut-être dans un autre podcast avec d'autres invités. Mais je ne sais pas, quel est ton avis là-dessus? Ah ouais, mais carrément. Mais moi, je rêve du jour. Enfin, à chaque course que fait Courtney Dollwater, j'attends le moment où elle va être première au scratch, tu vois. Je sais, c'est possible. Elle est tellement forte et les écarts se creusent. Enfin, je veux dire,
il y a plus rien. On parle à peine de quelques heures, quoi. Et enfin, ça peut faire beaucoup, mais pour moi, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. On va y arriver Et bientôt. toi, en tant que femme et pratiquante, justement, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus endurantes à la douleur? Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus dures mentalement? Est-ce que parce que certaines femmes ont déjà accouché et du coup, elles savent déjà ce que c'est que la vraie douleur et elles se disent pendant La un vraie trail, douleur, ouais. bon, écoute, facile, hein. Je sais pas. Mon intuition, c'est qu'effectivement, on est sans doute on est plus endurante. J'avais lu des études qui disaient qu'on récupérait mieux, on récupérait plus facilement et qu'on tenait mieux sur la durée. Ensuite, je pense que on se prépare pour y aller. C'est-à-dire qu'on n'y va pas, sauf exception, hein, on n'y va pas au défi un peu entre potes en se disant attends, mais c'est bon, je peux faire 50 km et puis on a un mois d'entraînement. Je pense qu'on se pose aussi plus de temps parce qu'on doit se dire attends, est-ce que je vais vraiment en être capable? On se pose plein de questions et puis du coup, on y arrive vraiment préparé. Et je me dis que c'est pour ça aussi qu'on peut tenir, qu'on va tenir longtemps. Ouais, bon, ça c'est valable pour les amateurs au sens noble du terme. Quand une Courtney de Water joue la gagne et fait deuxième au scratch avec des champions déjà bien établis, il n'y a pas que cette excuse de la préparation quand même. Ah non, il n'y a pas que cette excuse. Franchement, en toute honnêteté, je ne pourrais pas te dire. Ouais, je crois qu'on sait aussi ce qu'est la vraie douleur. On a un mental assez fort parce qu'on croise tous les jours des situations sur lesquelles on se dit ok, il faut qu'on soit forte. Mais non, j'ai pas la réponse. Je sais pas la réponse. Bon, bah écoute. Je sais pas la réponse. Peut-être que c'est une question de société où on nous a appris longtemps que on était moins bonne, qu'on n'était pas faite pour ça. Peut-être qu'on a un peu de revanche et qu'on va s'apercevoir qu'on nous a bridés pendant trop de temps et que après, bah, on va être, donc finalement, on est égal. Bah oui, homme, femme, il n'y a pas que la question de genre, mais on est tous égaux. Exactement. Exactement. Restons un petit peu sur toi et sur ta pratique du sport. Donc la course à pied, tu nous as glissé tout à l'heure un petit peu de swimrun. Qu'est-ce que tu fais encore comme autre sport? Alors, je vais dire correctement, sinon mon coach qui peut-être va l'écouter. Ouais, j'espère bien parce qu'il va venir aussi dans le podcast, donc j'espère qu'il va l'écouter. Ouais, j'espère. Je fais du cross-training. J'ai découvert ça depuis 1 an et je suis devenue vite accro. Bon, quelle différence entre le cross-training et le crossfit? Le crossfit, c'est le frigidaire du cross-training, c'est ça? C'est la marque déposée? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres différences parce que quand on voit notre salle de cross-training et une salle de crossfit, c'est les mêmes instruments, c'est les mêmes c'est les mêmes exercices. Donc, je pense qu'effectivement, c'est frigo et frigidaire. Frigo et réfrigérateur. Ouais. Et comment s'est faite cette découverte justement du cross-training? Est-ce que c'est le hasard d'une rencontre? Est-ce que c'est besoin d'un peu plus de PPG, de renforcement pour la course à pied? Alors, en fait, pour être totalement transparente, c'était au forum des associations de ma ville. J'y vais en me disant, je vais trouver un cours de yoga. Oui, bah oui. Yoga, cross-training, c'est pareil. T'as raison, c'est exactement pareil. Et puis, mais déjà, je me dis, non, franchement, il faut quand même que je fasse autre chose. Le yoga, ça pourrait m'apporter pas mal. Je venais d'avoir presque 1 an plusieurs mois d'entraînement chez le kiné, tu vois, pour renforcer mes genoux. Et puis, je rencontre la nana de yoga, ça ne fit pas foufou. Et je vais à la table d'à côté, hein, presque. Et là, je vois l'association Cross Training. Et elle a une petite particularité, c'est qu'on s'entraîne entre handi et valide. Et cette notion de partage, plus le côté training, j'ai dit, OK, vas-y, banco, j'y vais. Enfin, l'association, elle avait tout juste un local qui avait été plus ou moins accepté par la mairie. Il n'y avait encore rien. Tu vois, j'ai encore attendu 3 mois.
Mais j'ai dit banco, vas-y, c'est pour moi et je me suis pas trompée. Bon, écoute, je recevrai l'entraîneur de cette salle justement, on lui laissera Ouais, la parole, il pourra s'exprimer justement sur ce que exactement. c'est que sa salle, sur ce qu'il fait, sur son engagement, Mm. sur comment est-ce qu'on entraîne en cross-training des valides et des non-valides. C'est pas valide et non-valide, c'est plutôt handi et non-handi. Je préfère utiliser cette différenciation-là plutôt que valide et Alors, invalide, tu vois, ça fait, je ouais, trouve que c'est très il discriminant. te le dira. Nous, il nous a donné des noms. Il y a les Warriors et nous, les non valides, on est les be cool parce que nous, c'est C'est tranquille. tranquillou, ok. Mais voilà comment est venu le cross-training, un peu par hasard, avec un besoin quand même d'aller travailler un peu la PPG, effectivement. Mais vraiment, c'était le hasard. Et qu'est-ce que ça t'apporte maintenant dans ta pratique de la course à pied et en particulier du trail? Parce que on a dit course à pied, mais toi, c'est trail quand même. Ouais, moi, c'est trail, effectivement. Ça m'apporte. Écoute, j'avais souvent un genou qui déraillait avec la tendinite classique que tu as sur ton genou, le TFL qui va bien aussi. Déjà, j'ai plus ça. Déjà, j'ai plus ça. Franchement, voilà, c'est ce que je faisais chez le kiné pendant 20 minutes. Là, je le fais 2 fois par semaine pendant 1 heure et demie. Donc, c'est évidemment la différence, elle est impressionnante. Et puis, je pense que je suis plus solide, vraiment plus solide sur mes appuis. J'ai gagné en musculature sur mes jambes. Ça, c'est évident. Et puis aussi, la difficulté, savoir apprécier la difficulté et ne pas subir. Il sera très content, mon coach, mais ne pas subir. Ne pas subir, et ça c'est quelque chose que je me le répète très souvent et je me le répète aussi très souvent entre elles, parce que tu peux avoir une longue distance, même une courte distance et te dire ah non, j'y arrive pas, je veux pas y aller, mais il faut y aller quand même. Et ça, le mental, enfin voilà, le mental et puis évidemment de la force. Ouais, et puis ça t'apporte aussi, comme tu disais aussi, au-delà de la PPG, mais aussi l'intensité. Ce que tu travailles peut-être un peu moins parce qu'il y a un Ouais. moment, il faut choisir Ah oui. le boulot, l'entrepreneuriat, la préparation trail, le cross-training. Bon, bah voilà, le cross-training va venir t'apporter dans la course à pied. Ce que tu travailles peut-être un peu moins en trail, c'est l'intensité, puisque là, bah, tu montes dans les tours Ouais, rapidement. Et par contre, sur la partie entraînement exact. trail et pratique du trail en compétition, tu es plus sur l'endurance et sur la Oui, distance. en plus, moi, je suis je me marche beaucoup au feeling. Donc, les séances de spécifiques, c'est quand ça me prend, tu vois. Et moi, un trail, alors on va dire que j'ai arrêté les grandes distances quand même. Maintenant, voilà, 40 km, un marathon, je vais arrêter de faire plus loin. Mais du coup, j'y vais au feeling. Je sais à peu près ce que je dois, enfin, voilà, comment je dois m'entraîner sur le mois, les distances que je dois, les distances, le cumulé que je dois faire, mais du spécifique, en toute honnêteté, c'est pas ma cam. Donc je me dis que là, ce que je fais aussi au cross-training, ça y contribue un petit peu. Parce qu'effectivement, moi, je suis sur du trail, donc je cours, c'est de l'endurance. Vas-y, je mets pas beaucoup d'explosivité, ça je le sais. Bah, là, je suis obligée. Voilà, ça te force à aller Voilà. chercher cette intensité, cette explosivité, travailler la PMA, donc Voilà. la puissance maximale aérobie. Et comme tu disais, de cette première expérience en trail est venu aussi ton projet entrepreneurial, alors que tu as nourri après avec d'autres expériences. Tu peux nous en dire plus, peut-être avant de nous dévoiler le projet, même si on l'aura un peu compris en pointillé, sur la genèse de ce projet. Tu vois, tu nous fais monter un petit peu la sauce et puis après tu rentres dans le projet. Ok. Bah, en fait, je travaillais pour une marque de trail et c'est vrai que j'avais toujours un petit peu de mal à faire entendre que j'avais pas envie de tel design, que j'avais pas envie de telle couleur. Et, et, en- et par l'influence aussi de toute l'équipe, bah, je me résignais un petit peu à ce qui était proposé en termes d'équipement ou même en termes d'image. Voilà, on était vraiment dans l'aventure, mais aussi dans la performance. Et en fait, ça me correspondait pas tout à fait à ce que moi je ressentais quand je cours. Et en fait, évidemment, j'ai envie de performer et de me dire, voilà, je me bats contre moi-même. Toujours, je suis pas quelqu'un qui va chercher un chrono, mais je me bats contre moi-même, contre
ma propre performance, que je me mets comme pression aussi sur ça. Et, et en fait, ça ne me correspondait pas trop. Et je sentais bien qu'avec d'autres amis, on était dans le plaisir, le partage, le fait d'avoir un moment à soi. Donc, en fait, il y avait un décalage entre l'image qui était véhiculée par la marque et puis moi, ce que, en tant que femme, je parle bien en tant que femme et en tant que coureuse, je ressentais. Ça c'est un premier élément où vraiment, je me sens pas tout à fait, enfin voilà, je me sens pas représentée, tu vois, par une marque. Et puis, évidemment, je travaille avec des personnes qui sont créatives, des femmes qui sont créatives. Donc, on a tendance à refaire le monde. Enfin, comme tout le monde, on refait le monde et on se dit et si, et si, et si. On est aussi, je pense à deux autres nanas avec qui on a refait le monde plein de fois et on est aussi issus d'une famille où il y a des femmes fortes. Une grosse culture où nos mamans, elles sont soit c'est des mamans solo, soit c'est une maman qui a commencé à travailler à 16 ans et qui a repris ses études pour finir avec un master 2 quand moi j'ai qu'un pauvre BTS, tu vois. Donc en fait, des mamans fortes, des histoires avec des femmes fortes. Donc voilà un petit peu la culture qui va mener finalement à notre projet, à ce projet d'entreprise. Je ne suis pas toute seule. Et on s'est dit avec mon associé que voilà, de fait de notre culture, de ce besoin, de ce manque, de notre expérience aussi dans le milieu professionnel et de la course à pied et du trail, on s'est dit qu'on allait lancer quelque chose rien que pour nous, les femmes. Oui, rien que pour vous, les femmes. Voilà, le teasing Voilà. est fait. Maintenant, on va peut-être pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, c'est dur de faire un teasing. Quelle a été cette idée folle? Vous avez lancé des brassières, des chaussettes, des cuissards, des collants. Qu'est-ce qui vous est venu comme idée? La première idée qui nous est venue, c'est vraiment le sac à dos. C'est vraiment le sac à dos de trail. Déjà parce que ma toute première expérience au trail des Aiguilles Rouges, c'était avec le trail, c'était avec le sac à dos de trail de mon mari et que évidemment il me convenait pas. Et ensuite on a testé pas mal de sacs de trail et que on trouvait pas celui qui nous convenait, celui qui était top. Et parce qu'en plus on avait une idée, c'est-à-dire que aujourd'hui quand on court souvent avec des fois avec des ceintures de trail, sérieux, c'est moche, ça ballotte, c'est pas terrible. Je suis pas du tout, j'aime pas ça. Oui, au-delà d'être moche, c'est quand même pas super confortable. Ça dépend beaucoup de la morphologie des gens et puis ce que tu mets dedans. Si tu mets une paire de clés, ça va. Voilà. Si tu commences à mettre un bidon, une place, ça tient pas. Ça ballotte et ça tient pas. Donc il y a ça. Si tu veux, il y a des petits, juste des toutes petites ceintures, là, celles qu'on trouve chez la grande marque toute bleue, là. Eh bien, vas-y, tu mets pas grand-chose. C'est un peu dur, c'est pas très confort non plus. Et puis après, les sacs à dos, ouais, tout de suite, mais il y a des sacs à dos, ça commence à 5 litres. Et on s'est dit qu'en fait, on allait créer un sac à dos qui puisse être modulable, c'est-à-dire qu'on peut quand on va faire son entraînement, typiquement, son entraînement, on va courir 10-15 km. En plein été ou en plein hiver, on a besoin de s'hydrater, de prendre ses clés, de prendre son téléphone, de prendre une flasque et peut-être même un coup de vent parce qu'il fait froid. Et de se dire, OK, je dois pouvoir mettre tout ça dans la version de base de mon sac à dos. Et quand Donc là, qui est plus en mode gilet que sac de trail. Exactement, en mode gilet. Et quand je pars sur une course, je clipse une extension, voilà, un pack arrière pour pouvoir aller sur une course avec un peu plus de matos. Donc, on avait cette idée de notre, ce qu'on appelle une innovation, c'est vraiment ça, parce qu'on n'en a pas trouvé ailleurs, c'est d'avoir un sac avec un pack arrière qui est détachable. Et en fait, ça nous est pensé, enfin, moi, je suis maman, mon associé, elle n'est pas maman, mais c'est de se dire, quand on est maman, au tout début, on a des sacs où on a tout dedans. Enfin, je veux dire, tu me demandes aujourd'hui si j'ai un pansement dans mon sac. Voilà. Et en fait, je me dis que nous, on a cette idée, nous, de toujours penser à avoir les choses, un peu de prévoir, tu vois. Et je me dis, mais ça, c'est un truc un peu féminin. Ça fait un peu purement féminin comme concept où tu prends ça et puis quand tu as besoin, tu rajoutes une petite chose comme on rajouterait une petite pochette sur un sac à main, par exemple.
Et évidemment, on sait aussi que le milieu du sport est hyper masculin. On avait notre précédente expérience, en tout cas, j'avais ma précédente expérience avec une marque de trail. Je me suis dit, mais je suis désolée, j'ai pas envie d'offrir ça à un homme. Je vais l'offrir que à des femmes. Donc voilà, on a créé notre premier produit, c'est un sac à dos. En plus, c'est assez fort comme produit parce que c'est vraiment dans le top 3. On a fait des sondages, on a recueilli des témoignages dans le top 3 des produits qui sont hyper galères pour les nanas. C'est vraiment le sac à dos, la brassière et le short. Donc, voilà, tout était dit, on s'est lancé. Donc vous avez commencé avec le gilet sac modulable pour le trail, Ouais. ou vous ne faites que ça? Non, on va commencer. C'est vraiment le produit qui. En fait, il faut toujours commencer quand tu te dis on va lancer une marque. Si on se lance tout de suite avec un short qui va permettre de réduire les frottements entre les cuisses, ok, c'est bien. On apporte quelque chose, mais c'est pas fou parce que on peut aller trouver ça dans d'autres disciplines. Non, là, nous, ce qu'on veut déjà, c'est être sur le running et le sac, c'est un produit qui est assez fort et surtout, on a un style qui se démarque. Et on a commencé ça en 2022, à réfléchir à ce projet et à se lancer en 2022. À l'époque, il y avait que Salomon qui avait un vrai sac pensé pour les femmes au niveau de c'est principalement au niveau de la poitrine. Et on n'est pas juste dans un sac qui est mixte avec, on a réduit la taille du sac et on a mis des couleurs féminines. Non, c'est vraiment un vrai sac sur lequel on a pensé la poitrine, le positionnement de la flasque, etc. et des poches. Il n'y avait que Salomon. Et d'ailleurs, au moment où nous, on construit notre sac, il y a Decathlon qui lance le sien. Donc, on s'est dit, mais si Decathlon se lance, c'est qu'on a raison. C'est qu'on a raison complètement de se lancer sur un sac comme ça parce qu'ils sont assez puissants aussi et que c'était un signe énorme pour nous de voir que, allez, enfin, chez Decathlon, il y allait avoir quelque chose pour les meufs et vraiment pas, c'était pas une déclinaison d'un sac ou même d'un équipement homme, quoi. Tu l'as dit, hein, c'est un gilet et sac modulable, adapté à la morphologie des femmes. Comment vous faites? Parce que déjà, chez les hommes, il y a tous les types de morphologie. Il y a des petits, des grands, des minces, des gros. Mais en général, on n'a pas trop de poitrine, sauf quand tu dépasses un certain poids. Mais à ce moment-là, tu n'es pas trop trailer. Vous, les femmes, en fait, vous avez une petite poitrine, une grosse poitrine, une poitrine imposante. Comment vous gérez cet aspect-là avec votre produit? Eh bien, justement, en fait, nous, on ne réfléchit pas, t'es grande, t'es petite, t'es ronde ou pas. C'est quelle est ta taille de poitrine aujourd'hui? Si tu regardes notre size chart, comme on dit, pour choisir ton sac, quelle est ta taille de poitrine? Est-ce que tu fais du 90V? 90V, alors le sac, il est voilà cette taille-là. En fait, on pense vraiment poitrine et on ne pense pas du tout SML. Tu fais du 36, du 38. Non, non, non. C'est vraiment la taille de la poitrine qui change, qui compte en fait. Et c'est ça la différence avec d'autres d'ailleurs. Écoute, c'est super intéressant. Où est-ce qu'on retrouve toutes les infos sur le sac, justement, si on veut aller faire un cadeau à sa chère et tendre, ou si on veut se faire un cadeau à soi-même, si on est pratiquante de trail? Alors, notre marque, elle s'appelle 261. Comme le 261 en anglais. Et donc, sur notre site 261.fr ou sur nos réseaux sur Insta, par exemple. Et pourquoi 261? Ah, voilà la question que j'attends tout le temps. Ah, mais non, mais du coup, non, ne réponds pas parce que du coup, je me démarque pas des autres. Donc, non, on va pas la faire. On va pas la faire, ok. En fait, c'est une référence à Catherine Switzer. Catherine Switzer, pour ceux qui nous écoutent, mais qui doivent connaître sans doute, c'était la première femme à courir officiellement un marathon en 1967, c'est le marathon de Boston, avec cette image ultra connue d'elle qui est en train de se faire bousculer par l'organisateur de la course qui veut pas d'elle dans son épreuve. C'est même pas l'organisateur, c'est un des membres de l'organisation, parce que l'organisateur avait donné le go, mais pas. Enfin, certains membres de l'organisation, soit ils n'étaient pas au courant, soit ils n'étaient pas d'accord. En fait, ils n'étaient pas vraiment au courant. Ce que j'ai compris, c'est que dans les mœurs, c'était tellement ancré qu'une femme ne courait pas, qu'ils ne l'avaient pas inscrit comme dans le règlement. Donc, en fait, elle s'est inscrite juste. Elle n'a pas précisé qu'elle s'appelait Catherine, mais elle avait mis K, je crois, si c'est ça l'histoire. Et effectivement,
tout le monde n'était pas d'accord. Et il se trouve aussi que si l'image, elle a été hyper forte, c'est qu'à ce moment-là, le membre de l'organisation était avec des journalistes dans un petit minibus et c'est passé à ce moment-là. Le hasard a fait que c'est passé à ce moment-là. Sinon, ça aurait pu passer à la trappe. Il y a un super reportage qui parle de ça, qui a été fait par Pierre Morat, un des invités que j'ai eu sur un autre podcast. Et le reportage s'appelle Free to Run. Et franchement, super intéressant, qui revient justement sur toute cette histoire, un peu de la course à pied, mais surtout de la course à pied pour les femmes et des femmes dans la course à pied. Voilà, c'était la petite aparté. Effectivement. C'est un excellent reportage. On apprend beaucoup de choses. Et moi, c'est dans ce reportage que j'ai appris que les médecins de l'époque pensaient qu'on allait avoir l'utérus qui tombe et qu'on allait avoir du poil aux pattes. Sérieux? Enfin, c'est des médecins de l'époque. Enfin, de l'époque, c'était il y a 70 ans. C'est pas si loin. Il y a 70 ans, au Tour de France, ils n'avaient pas de l'isostar dans les bidons. Ils avaient du pinard et ils s'arrêtaient au bar pour aller recharger. Donc, on n'a pas toujours été très, très bon. Hein. Non. Mais en fait, ça fait à la fois proche et loin. Mais bon, voilà, c'était... Et donc, 261, c'est parce que c'est son dossard. Elle portait le dossard 261. Et pour nous, voilà, on avait envie de se faire une belle petite ref à cette femme qui a participé énormément à l'émancipation des femmes, tout court d'ailleurs. Et aussi, bien sûr, à la course à pied au féminin. Ouais, il y a aussi une autre ref, 26.1, c'est juste la distance du marathon en miles. Et tu me l'apprends. Génial, j'adore ça. Mais je suis pas calée, moi, en miles. Voilà, maintenant tu le sais. Donc c'est pour ça que si tu cours un marathon de l'autre côté de l'océan, ou là où c'est un système impérial et pas métrique, et les panneaux te sembleront plus loin, mais tu arriveras au 26e et tu n'arriveras pas au 42e. C'est incroyable. Et c'est cette probabilité qu'elle avait ça comme dossard. Écoute, c'est fou. Le hasard fait bien les choses parfois, n'est-ce pas? Exactement. Bon, écoute, super intéressant. Aux sportifs de haut niveau que j'interviewe, je leur demande quelles sont leurs prochaines étapes, leurs prochains défis sportifs. Toi, je vais plutôt te demander quel est ton prochain défi entrepreneurial avec 261. Eh bien, mon prochain défi entrepreneurial, c'est effectivement de ne pas s'arrêter au sac à dos. On a envie d'aller plus loin, on a envie d'accompagner toutes les coureuses et de répondre à toutes leurs problématiques. Leurs problématiques, je vais en parler tout à l'heure, c'est par exemple la brassière, c'est le cuissard, le short. Le short, c'est un énorme sujet. Et ça paraît tout bête, mais un short, faut pas qu'il soit trop court parce que c'est hyper sexy sur une fille qui fait du 36. Justement, c'est bien. Ou du 34. Ouais, d'accord, ça, c'est une réflexion de Non. Mais nous, quand on fait... non, allez, je ne suis pas dans le climat. Moi non plus. Promis. Mais quand on fait un 38 et qu'on a les frottements un petit peu sur les cuisses, et je suis sûre que ça peut arriver à ces messieurs aussi, avoir un short trop court, c'est super chiant. Et aujourd'hui, tous les shorts qui sont proposés sont courts. Tu vois, pour la petite histoire, pour confirmer que ça peut arriver aussi aux messieurs, quand j'ai fait mon défi de traverser de la France, j'ai commencé en cuissard. Après, je suis passé sur du short sur mes 29 jours, au bout du 3e ou 4e, parce que c'était quand même plus confortable. Mais par contre, effectivement, c'était un peu trop court. Et j'avais beau être super fit, je faisais 15 kilos de moins que ce que tu vois aujourd'hui, j'étais obligé de mettre pas mal de crème anti-frottement les premiers jours, parce que ça frotte, quoi. Donc ça arrive à tout le monde. Ça dépend même pas forcément de la morphologie, ça dépend aussi peut-être de la façon dont on court, tout simplement. Il y en a qui courent avec les jambes serrées, d'autres les jambes un peu plus écartées. Et voilà. Voilà, c'est ça. Mais sinon, un short un peu plus court pour une femme ou pour un mec, il y en a qui apprécient. Alors, oui, mais globalement, tu vois, on a reçu des témoignages et c'est un sujet énorme. C'est un sujet énorme, ça paraît bête. Et en fait, c'est juste une question de fitting. Donc là, on est en train de travailler dessus. Voilà. Et puis, notre ambition ultime, c'est vraiment que, par exemple, une organisation de course, quand elle veut améliorer son score, on va dire, avec avoir plus de femmes, peut-être qu'on pourrait aussi être là en tant que conseil pour leur prodiguer des améliorations sur tout ce qui est pipi room, etc. Enfin, tu vois, des petits détails qui sont vraiment des fois un petit peu clivants quand on est une femme et qu'on se dit comment on va faire. Mais en fait, voilà, on voudrait pouvoir aider toutes les femmes à courir dans de bonnes conditions, soit par leur équipement, soit des fois en allant aider aussi les organisateurs de courses
améliorer certains. Carrément, cette Donc, histoire de pipi room, quand tu es au départ d'une course ou même quand tu es sur une course, déjà moi, en tant que mec qui suis censé, disons-le, faire pipi debout, je me dis, oh là là, je sais pas si je vais oser, je vais peut-être préférer l'arbre au bout de la rue là-bas. Donc, ouais, c'est vous ça. les filles, je sais pas parfois comment vous faites. Mais bon. Bah, quand on est sur du long, alors et encore au départ d'une course, ça va, c'est facile parce qu'il y a souvent des infrastructures, mais quand tu es dans la course en Ouais, soi, puis quand tu es sur un trail, quand tu es sur un trail avec des chemins, il y a tout le monde au bord du chemin. Enfin, je veux dire, il y a toujours plein de choses. Ou quand tu pars la nuit, tu te dis, OK, je vais m'accroupir dans la nuit, mais il y a quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je risque? Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. faut pisser debout, Anne-Emmanuel. Il existe un truc, ça s'appelle Go-Girl, mais je n'ai jamais osé l'essayer, qui permet de faire pipi debout pour les meufs, mais je sais pas. Ouais, à voir. Pourquoi pas? Ben voilà, effectivement. Il y a plein de sujets comme ça. Il y a pas mal de sujets et puis ouais, j'ai hâte de voir comment est-ce que tout ça va se développer et comment est-ce qu'on va prendre un petit peu plus part au sport féminin, dans le sens vraiment un sport qui n'est pas le même sport que le sport masculin. C'est un sujet qu'on aborde parfois, mais je trouve trop peu. Beaucoup de choses dans le sport sont pris avec comme étalon les hommes et puis soit on diminue la taille, soit on diminue la distance, soit on diminue la difficulté, soit on diminue un petit truc en se disant bah les femmes sont moins fortes que les hommes. Non, mais personnellement, je suis pas d'accord là-dessus, mais. Mais tu vois, le meilleur exemple, je crois, c'est que les hommes, c'est vous courez le 110 mètres haies. Et nous, c'est le 100 mètres haies. Pourquoi 10 mètres de moins? Vous avez des plus petites jambes. Ah, parce qu'on n'est pas capable. Voilà. Non, mais tu as complètement raison. Ouais, c'est l'égalité. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est l'égalité. C'est qu'il y ait zéro discrimination. Enfin, mais l'égalité sur le sport d'endurance, elle est aussi difficile parce qu'elle n'est pas que sur la partie sportive, elle est aussi à la maison, sur les entraînements. Enfin, c'est un entraînement quand tu vas faire un ultra, c'est difficile pour un homme, c'est aussi difficile pour une femme de caser autant de séances et voilà, ça fait de la charge mentale. Des fois, tu n'as pas tout le temps chez toi un conjoint qui t'aide à hauteur de ce que tu aimerais. Enfin, il n'y a pas que dans le sport en soi, quand tu fais de l'endurance et de l'ultra, c'est aussi dans le quotidien. Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu vas te limiter à un 40-50 km et que tu n'iras pas au-delà sur de l'ultra? Moi, aujourd'hui, non. C'est parce que je m'ennuie. Tu t'ennuies sur quoi? Sur plus long? Sur plus long. En fait, c'est parce que sur plus long, je trouve pas de personnes assez folles pour m'accompagner. Dans mon entourage, finalement, je suis un peu... voilà, il n'y a pas d'ultra runner ou ultra runneuse. Et du coup, je trouve moins de personnes folles pour m'accompagner là-dessus. Et du coup, je suis toute seule. Bah, du coup, au bout d'un moment, je m'ennuie un petit peu. Je manque du partage. Alors, tu rencontres toujours des gens super, mais c'est pas suffisant pour moi. Donc, en fait, du coup, j'ai arrêté ça. Et puis, parce que je commence à vieillir, j'ai moins le temps. Et non, j'ai trouvé plein d'excuses. Bon, on va passer sur la partie excuses. On va essayer de trouver un message un petit peu plus... voilà. Si tu pouvais, tu sais, être dans un monde un peu parallèle et puis rencontrer la petite Anne-Emmanuel, encore danseuse, le petit rat de l'opéra, et que elle sache très bien quelle va être sa vie, tu vois. Et vous rencontrez, vous confrontez. Qu'est-ce que tu crois que la petite Anne-Emmanuel dirait à la grande Anne-Emmanuel? C'est déstabilisant comme question. C'est dur. Peut-être de faire ça plus rapidement dans ma vie pro. Parce que je suis assez contente finalement de mes rêves de petite fille ou d'adolescente. Je suis en train de les rejoindre. Mais du coup, c'est pas un regret du tout, mais de me dire à la petite fille, ouais, pourquoi t'as pas fait ça avant? Pourquoi est-ce que ça vient que maintenant? Pourquoi t'as pas fait ça tout de suite? Il y a l'expérience qui est nécessaire. Mais Et toi, tu lui répondrais quoi du coup? Que justement, l'expérience et je pense que ce cheminement de là où j'en suis aujourd'hui, ça vient aussi des 15 dernières années de ma vie, tu vois, par exemple. Donc, c'est normal, c'est nécessaire. Des fois, il faut du temps pour mûrir quelque chose, pour gagner en maturité. Mais du coup, il y a 10 petites années là que j'aurais pu gagner.
Bon, écoute, on est toujours plus intelligent en regardant dans le rétroviseur. Ouais, je sais pas. En toute honnêteté. Anne-Emmanuelle, c'était cool. J'ai vraiment adoré. Ouais. Tu vois, on a fait finalement Merci, 45 minutes, alors que je pensais qu'on ferait qu'une petite demi-heure. Où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Alors, pas uniquement pour suivre 261, mais toi, personnellement, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre tes stories? D'ailleurs, en parlant de stories, il faut absolument que je place un truc tout à l'heure. Où est-ce qu'on suit ton actualité et donc, par défaut, celle aussi de 261? LinkedIn. Je suis assez présente sur LinkedIn. On peut me contacter pour me raconter. Et moi, j'adore avoir plein de petits messages de personnes qui me racontent pourquoi elles courent, leur expérience, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des petits messages. Bon, bah voilà, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Allez raconter à Anne-Emmanuelle pourquoi est-ce que vous courez, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, que vous soyez un homme ou une femme, mais surtout pour les femmes. Donc, avec votre œil, soit d'homme pour aider les femmes, soit de femme pour aider les femmes. Et les hommes, ils ont leur part, hein, parce que je me rappelle être allée, par exemple, chez... pour faire une petite aparté, là, au Vieux Campeur pour aller regarder un petit peu les sacs pour femmes, etc. Et je te promets, c'est un homme qui m'a dit « Non, mais ici, il n'y a rien, il faut que vous alliez là-bas, il faut que vous alliez chez Salomon. » C'est un homme qui m'a dit ça. Et je dis « Bah ouais, vous avez raison. » Il fait « Mais ma femme a le même problème. » Donc, en fait, mais c'est ça, vous êtes là avec nous. Il faut juste que vous soyez un peu plus encore avec nous. Écoute, on le note. Hein, et puis, tu ne pourras pas dire que moi, je n'ai pas fait mon rôle. Moi, j'ai fait mon petit colibri. Tu as fait ton rôle, parfaitement. Super. Ouais, je parlais de story tout à l'heure. Alors, je ne sais pas encore trop quand est-ce que je publierai cet épisode et si ce sera encore d'actualité. Mais dernièrement, dans ta story, et c'est toi qui me l'as rappelé quand on s'est rencontrés la semaine dernière, tu as fait un appel aux ambassadrices pour 261. Ouais. Je te laisse en parler peut-être si tu veux. Eh ben, c'est gentil. Écoute, merci. Voilà, nous on a envie de diffuser 261 un petit peu partout en France et puis pour l'instant les pays proches et qui parlent français. Ça va aller vite, hein, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Voilà, exactement. Effectivement, j'aurais pu les citer. Et en fait, on ouvre vraiment 261 à des ambassadrices, mais les ambassadrices, au-delà d'aller sur Insta et de partager leur run, c'est vraiment des femmes avec lesquelles on va co-construire nos produits. Comme je disais, on est en train de travailler sur le cuissard. Eh bien, quels seront exactement leurs ressentis? On va leur faire tester, etc. C'est vraiment des femmes avec lesquelles on va construire aussi notre marque. Et c'est pas juste quelque chose de descendant, c'est vraiment du partage. Et bien sûr, il y aura de la communication sur les réseaux, de nous partager leur expérience, mais il y a aussi la construction des futurs produits, des futurs besoins, de nous partager leur expérience. Donc voilà, c'est ouvert à toute petite ronde, grande coureuse, petite coureuse, enfin voilà, comme vous voulez, tout le monde est bienvenu. Et je ne sais pas effectivement si le programme sera encore d'actualité, mais n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et ça, c'est sur le site. Voilà. Traileuse, amatrice de courses de route ou toutes? Toutes, parce que je pense que quand tu cours un marathon, des fois, tu as quand même aussi besoin d'un petit sac à dos pour ton petit ravito. Donc toutes. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Anne-Emmanuelle. Je précise que cet épisode n'était pas sponsorisé. C'était juste que je trouvais le projet super intéressant, ce que vous faites pour le sport et pour les femmes. Et je voulais donner la parole à une entrepreneuse dans le sport. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt. Derrière chaque médaille, chaque record, chaque entreprise, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle d'Anne-Emmanuelle Nettersheim que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org pour en savoir encore plus sur tous nos invités et nous aider à les soutenir, que ce soit financièrement dans leur double projet sportif ou en termes de communication pour faire connaître leurs projets entrepreneuriaux. Certains souhaitent représenter leur pays dans les plus grandes compétitions internationales, d'autres souhaitent développer leur entreprise. C'est grâce à vous que tous ces invités trouveront toutes les ressources pour travailler dur et atteindre leurs objectifs. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vais vous parler d'un terme tout nouveau, la philanthropie sportive. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, c'est notre mission sur le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes, les entrepreneurs qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils et elles ont besoin de vous. Chaque soutien compte. On est 100% transparent. Pour les athlètes, 1 euro donné égale 1 euro reversé. Certains ont pu financer leur année olympique, mais ce n'est pas le cas de tous les invités. Alors visitez notre site et partagez tous les épisodes pour faire découvrir au maximum ce podcast. Allez, rejoignez le combat et partons ensemble pour cette belle aventure sportive unique. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Salut les sportifs!
c'est de te poser la première question de ce podcast, c'est-à-dire dis-nous tout, qui est Anne-Emmanuelle Nettersheim ?